Entre 2002 et 2012, le montant des aides données par Scott Catholic a augmenté de 100%, c'est-à-dire multiplié par 2. En 2013, les aides ont augmenté de 23%. Donc on a vu une vague arriver en 2013 de demandes d'aide pour payer les factures d'énergie. Depuis 2005, on assiste à une augmentation d'environ 30 à 35% du volume de dépenses consacré aux aides aux impayés d'énergie. Le FSL, je peux dire, est devenu le FSE, Fonds Solidarité Énergie, parce qu'il intervient majoritairement, très majoritairement pour de l'énergie, désormais. On estime à 20-30 000 personnes en précarité dans le département. En fait, avec le FSL, on en approche 6 à 7 000. Les autres, on ne les connaît pas, mais on sait qu'ils sont là. Un petit peu comme le Secours catholique, on observe une très forte augmentation des demandes d'aide pour financer des impayés d'énergie. Mais on sait aussi, par des études d'impact qu'on a menées, qu'il y a aussi des ménages qui viennent à l'aide alimentaire parce qu'ils ont payé leur facture de loyer et d'énergie. Et derrière, il ne leur reste plus rien pour s'acheter à manger. Et donc ça, c'est la problématique plus générale de la hausse des dépenses contraintes dans les ménages, et notamment les ménages pauvres, mais aussi des classes moyennes inférieures. Ces dépenses contraintes, elles sont en très forte augmentation, et derrière, ça pousse ces ménages à faire des arbitrages qui sont extrêmement difficiles, et c'est souvent des privations. Et derrière, ils ont le non-choix d'aller voir les CCAS ou les associations pour demander de l'aide, alors qu'ils peuvent avoir honte de le faire, comme ça a été dit. Dans les 6 milliards de la CSPE, nous avons aujourd'hui 3,8 milliards pour les énergies renouvelables. Vous aurez quand même remarqué que la CSPE, qui est prise seulement sur l'électricité, est financée essentiellement par les précaires. Parce que qui paie le plus de CSPE, ce sont les gens qui sont au chauffage électrique. Et ce sont eux aujourd'hui qui payent l'essentiel de la transition énergétique. Combien le gaz paie pour la transition énergétique? J'ai dit 3,6 milliards, pour cette année, mais ce sera beaucoup plus l'année prochaine pour l'électricité. Je vous donne les chiffres, 4 millions. Donc il faut savoir que les tarifs sociaux sont en forte progression depuis 2 ans, successivement avec l'automatisation du système, ensuite avec l'intégration du fichier des ACS, la complémentaire santé, avec maintenant l'application de la loi Brotte. Donc certes, de toute façon, il n'y a aucun système technique qui soit parfait. Moi, je suis pilote pour GDF Suez sur les tarifs sociaux et je serai le premier à vous dire qu'on a encore plein d'axes de progrès là-dessus. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on pense que le chèque énergie, c'est la solution miracle, que c'est hyper simple, parce qu'il ne faut pas simplifier les choses. Je suis toujours méfiant quand on essaye de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment par M. Légevin au départ, etc. On est dans un système qui est incomplet parce qu'il ne touche pas un certain nombre de facteurs aggravants de la précarité énergétique, les autres énergies, ça... Vous avez évoqué les montants, c'est pas à moi de parler de ces montants. Je veux simplement dire que le bébé qui est dans cette eau du bain, effectivement, a eu une première jeunesse un peu compliquée. Et ce qui a tout débloqué à un moment, c'est l'automatisation qui a été mise en place à un moment donné. Évidemment, aucun système n'est parfait. Évidemment, il n'est pas question de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc moi, je ne suis pas traumatisé, d'ailleurs dans les préconisations du rapport qu'on avait fait, de dire que pour arriver au chèque énergie, il puisse y avoir une phase de transition. Et je suis plus en phase avec le médiateur national de l'énergie que votre point de vue. C'est-à-dire que les tarifs sociaux ont démontré une certaine efficacité, mais aussi une certaine inéquité et une certaine limite dans leur efficacité. Le chèque énergie, il a une dimension totalement différente. Il a une dimension universelle. C'est un objet de redistribution. C'est un objet de solidarité nationale. Et moi, je trouve qu'il est plus sain qu'une collectivité, qu'une société trouve le bon moyen et considère que c'est de sa responsabilité de faire de la redistribution, et ce n'est pas la vocation première des entreprises. Même si, évidemment, les entreprises de l'énergie ont un comportement responsable, citoyen, et qu'elles font attention, normalement, à leur population, y compris les plus précaires. Et je ne voudrais pas qu'on reste dans la logique à chaque énergéticien, c'est pauvre. C'est trop sérieux.
Pour moi, il n'est pas question que, y compris la pauvreté, dans le domaine de l'énergie, ça soit un objet de différenciation commerciale. Donc, ce problème sera résolu avec le chèque énergie, parce qu'on sera justement dans la dimension universelle. Après, avant qu'il ait montré toute son opérationnalité, toute son efficacité pour toucher les cibles, il n'y a pas de raison de désespérer qu'on puisse faire cohabiter. Et quand le chèque énergie aura montré son efficacité, ben, progressivement, on le substituera. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Il y en a marre de chacun ses pauvres. Ça n'existe pas. Il y a la solidarité nationale, il y a les politiques publiques, il y a les choix de politiques publiques qui sont assumés par la collectivité. On attend d'autres choses des énergéticiens qui font bien leur boulot. Et s'ils veulent contribuer à l'œuvre collective, ils ont plein de moyens. Il faut quand même se rappeler que les tarifs sociaux aujourd'hui, ils sont totalement payés par la collectivité, ils sont totalement remboursés aux énergéticiens, y compris dans les frais de gestion. Donc ça, je ne suis pas sûr que tout le monde le sait clairement. Donc, je dis ça parce que je veux bien tout entendre, mais à condition qu'on mette tout sur la table. Tout le monde ne paye pas l'impôt, mais tout le monde est consommateur d'énergie, tout le monde consomme de l'électricité et tout le monde paye la CSPE, pauvre ou pas pauvre. Et aujourd'hui, je prenais l'exemple, quand vous êtes au chauffage électrique, pas dans une passoire énergétique, et que vous avez une consommation moyenne de 1 700 €, eh bien votre contribution aux charges de service public, elle est de 190 €. Eh oui, presque le double, pas tout à fait parce qu'à ce moment-là, le TPN peut être à 140 €. En tout cas, elle est supérieure. Ça veut dire qu'un citoyen en précarité qui bénéficie du tarif social, quelque part, il se le paye. Il faut savoir que, par exemple, pour ce qui nous concerne, GDF Suez, c'est 60 000 médiations postées par an. C'est 15 000 médiations chez les clients pour justement répondre à ce que vous dites, des problèmes de bonne adaptation, de la tarification, des conseils autour de la maîtrise de l'énergie. Donc on n'est pas uniquement centré sur des aspects commerciaux, là, hein. On est vraiment sur essayer d'apporter le meilleur service, et c'est gratuit aux clients qui sont en difficulté. Toute la politique qu'on développe au sein de GDF Suez, c'est justement d'essayer d'amortir, comme on le disait, en partenariat avec les acteurs locaux, donc à travers des réseaux des régies de quartier, à travers les PMS, tout ce qu'on fait en médiation sortante, à travers notre partenariat avec Emmaüs, c'est justement d'accompagner cette précarité qui effectivement progresse. Donc on se sent impliqué en tant qu'énergéticien parce qu'on voit bien que le poste énergétique, bien entendu, est un des éléments de cette précarité. Il faut mettre fin à la dictature de la coupure, parce qu'on peut tout à fait gérer qu'elle devienne l'exception. Alors qu'aujourd'hui, elle est la règle. Dès la première relance, on vous dit qu'au bout, certes, les termes, c'est la suspension. Les agents du service public aujourd'hui sur mon territoire, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent pour couper. Ils savent qu'il y a un dispositif opérationnel autour de moi. Ils disent à la personne, vous avez la journée, je suis obligé de vous couper dans la journée, donc allez vite au CCAS ou voilà le téléphone de l'adjoint qui peut s'en occuper. Et je m'arrête là, mais j'attire l'attention sur le fait que pendant la trêve hivernale, certes la coupure n'existe plus, mais la privation d'énergie existe toujours. Parce qu'on pose des fusibles, pas pour les personnes vulnérables, pour les autres. Mais comme elles ne sont pas bien identifiées, le fusible, souvent, ils font dans la journée. Et quand ils font, les personnes ne sont pas au courant qu'il leur suffit d'appeler les services d'épanage qui a obligation de leur remettre. Et donc on voit arriver tout au long de l'hiver des personnes qui disent « je suis coupé ». Et les travailleurs sociaux disent « mais non, c'est interdit, c'est pas possible ». Mais il y a effectivement des textes qui ont été pris il y a 4 ans pour prévenir les coupures. Ces textes ne marchent pas. Et je pense qu'il serait intéressant que, moi je l'ai dit à un certain nombre de gens, hein, dont des gens qui s'occupent de la loi, ils avaient l'air de découvrir que ces dispositions même existaient. Alors le fait qu'ils ne marchaient pas leur échappait encore plus. Bon, je crois que ça ne marche pas. Il faut effectivement qu'on essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et s'il y a des initiatives qui sont prises pour prévenir ces coupures, je crois qu'il faut effectivement en faire bénéficier l'ensemble du territoire national. Hein. Mais le Secours catholique voit effectivement un certain nombre de gens qui viennent, effectivement, qui sont coupés. Bien, merci. Alain Vallon, un dernier mot? Oui, non, c'était simplement par rapport aux actions de sensibilisation. On parlait de prévention et on parlait d'actions qui peuvent
mis en place avec les partenaires. C'est vrai que nous, en Val-de-Marne, on a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Il y a des actions de formation des travailleurs sociaux à l'initiative de nos directions, mais également d'EDF, GDF qui interviennent aussi dans ce qu'on appelle les espaces départementaux et solidarité, qui accueillent le public. Et puis, je crois que ça pose aussi la question, mais on n'a plus le temps d'en parler, on a un petit peu parlé quand même, c'est de l'accès au droit. C'est-à-dire que nous, c'est quand même au niveau du Conseil général, et je pense d'autres conseils généraux, c'est notre cheval de bataille, entre guillemets. On veut être sûr que les gens qui sont éligibles à un dispositif puissent en bénéficier. On fait un travail actuellement pour les bénéficiaires du FSL, du FSL, du FSH chez nous, avec les opérateurs pour tenter d'identifier justement pour ceux qui bénéficient des aides du FSL, si eux ont également bénéficié, alors la tarification sociale puisqu'elle existe toujours aujourd'hui, mais s'ils ont bien bénéficié des tarifs sociaux. C'est des actions très concrètes dont je parle. Le seul problème, c'est qu'il se déroule dans l'année une dizaine ou vingtaine de colloques à Paris, sans doute plus, où je participe à un certain nombre, et où là, vous avez des gens qui sont les chantres de l'augmentation d'énergie, qui passent leur temps à vous parler du signal prix, à vous dire que ce n'est pas encore assez cher, et que plus ce sera cher, plus les gens feront des économies. S'ils venaient écouter ce qui se dit ici, s'ils lisaient un certain nombre de documents, ils comprendraient que ce n'est pas l'enjeu. Et je veux le dire, parce que dans certains de ces colloques, je suis le seul à leur rappeler ces choses qu'ils n'aiment pas. C'est que le signal prix est quelque chose d'extrêmement discriminant. Je leur dis, il y a des gens, il y a très longtemps qu'eux, ils ont compris que c'était déjà trop cher et que de toute façon, ils ne peuvent plus se payer l'énergie.